Achasso trouve sa passion dans l'enseignement de sa langue maternelle, le pulaar, et la promotion de l'alphabet Adlam. Pour elle, c'est bien plus qu'une simple tâche, c'est une mission personnelle de préserver l'essence de sa culture et de partager cette richesse linguistique avec le monde. Cependant, son chemin n'est pas sans embûches. Les restrictions d'accès à Internet ont perturbé son activité d'enseignement en ligne, mettant à l'épreuve sa résolution. Mais au lieu de se laisser décourager, Aïcha a relevé ses défis avec courage, cherchant des solutions créatives pour continuer à transmettre son savoir. Des cours en ligne en temps de crise, c'est un reportage grand format d'Alseni Bari et Tierno Sadouba. Elle s'apprête à débuter son cours dans son salon, transformé en bureau. D'abord, quelques ajustements de la caméra, vérification du chapeau, soin du visage et mise en ordre des documents. Tout est prêt pour commencer la leçon sur les nasales, les nyondor et en pulaar. Elle prend même le temps de rappeler les points abordés lors du dernier cours avec les internautes. Mi yetti musidɗo tedduɓe no kala ko wontirɗon ko musidɗo moɗon bandirawo moɗon Aïcha Sow sali mon ko toli on jaɓɓama hande haray ɗen jangude nyondoje ɗum ko ɗum ɓe wiyata les nasal et français haray noon ko ɗe nayi kanje wonɗo joni haray ɗen wiwde ko nda mba nja nga mi fuɗɗito nda mba nja nga ko nyondoje ɗen e pulaar joni noon haray ɗen artude alkule adlam ɗen ko ɗum jangunoɗen ko feƴƴewi ko ɗe nogay e jeetati mase ɗen ko ɗe jowi ƴeeɗen ko ɗe nogay e tati hara hiɗen jangude alkule adlam ɗen ko kanje wonɗo. Aïcha Sow dispose des cours sur l'alphabet pulaar à travers les réseaux sociaux. Elle gère 2 pages Facebook, l'une comptant 35 000 abonnés et l'autre Finda Adlam avec 40 000 abonnés et 135 000 avec Adlam Rawbe. Il est important de souligner que par choix personnel, aucune de ces pages n'est monétisée. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes, surtout nous les jeunes, nous sommes sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit, sur les réseaux sociaux, et avoir un groupe, avoir des pages, ça peut atteindre beaucoup plus de personnes. Donc j'enseigne un peu sur Twitter, sur Facebook, j'ai 2 pages, un groupe, et sur ma propre page également, et sur YouTube aussi. Donc c'est pour voilà, toucher le maximum de personnes. Sa motivation première est de maîtriser sa langue maternelle, étant éloignée de son pays, au profit de la lagune ébriée en Côte d'Ivoire. Son objectif est de maîtriser le pulaar à tout prix. Ainsi, elle a suivi une formation d'1 mois dans son pays d'accueil, axée sur la langue pulaar et l'alphabet Adlam, afin d'exercer pleinement sa passion. Et pendant ces 1 mois, j'ai maîtrisé l'alphabet, j'ai fait la différence entre les consonnes et les voyelles et j'ai commencé les syllabes. Les cours qu'elle dispense vont au-delà de la simple présentation, car elle crée elle-même les documents pédagogiques. Les ressources existantes sont traduites en français et en anglais pour une portée plus large. Quand moi j'ai commencé au début, j'ai pas découvert de documents où c'était écrit en français. Tout était en pulaar. Et beaucoup de personnes me disaient, parce que par exemple, comme moi, il y a plein de personnes qui ne parlaient pas peut-être bien le pulaar. Par exemple, ce sont ces documents que moi j'ai trouvés. J'ai pris ces documents-là pour apprendre. Et si vous le regardez, c'est en pulaar. Et moi, j'ai essayé de mettre ces documents-là en traduction, les traduire en français et en anglais. Donc, j'apprends avec des documents existants et j'ai écrit également, c'est ma contribution en fait. Cependant, avec la restriction d'accès à l'Internet, son travail devient plus laborieux, la forçant à réduire sa production. Déjà, pour les vidéos, c'est compliqué de mettre les vidéos en ligne. Et parfois, tu galères, tu cherches 2-3 VPN déjà pour pouvoir te connecter. Et après, avec les lenteurs, c'est très difficile. Si vous regardez actuellement, je poste pas tellement de vidéos. Tout ça, c'est dû aux restrictions d'Internet. Son ambition ultime est de créer une école allant de la maternelle à l'université, où elle pourra enseigner les langues nationales guinéennes. Aïcha Sow rêve de contribuer à la préservation et à la diffusion de la richesse linguistique de la Guinée à travers l'éducation. Malgré les obstacles, sa détermination reste intacte, car elle croit fermement à la valeur de la transmission des langues nationales pour le bien de la société guinéenne.
Si vous perdez votre langue, vous perdez votre culture, votre histoire et votre développement retarde, nous confie cet enseignant. Ici à Matoto, Amadou Diallo est celui qui apprend l'écriture poulard aux élèves. Il est convaincu que la langue maternelle est un atout. L'être humain, s'il est possible, il est plus facile de comprendre la science, la religion dans sa langue maternelle que les langues étrangères. Donc on a eu des gens qui n'ont jamais été à l'école, mais ils ont appris Adlam 3 mois, ils ont pu écrire quelque chose. Malgré les réticences et les difficultés, ils se battent tant bien que mal pour vulgariser l'écriture. Ils plaident également pour l'intégration des langues nationales dans le système éducatif comme au temps du Premier Régime. Pour le moment, on n'a pas de lieux appropriés, des lieux spéciaux pour l'enseignement Adlam. Vouloir vulgariser la langue nationale, c'est vouloir vraiment développer le pays. C'est ça la raison. Si on voit les Français enseigner la langue française, les Chinois enseigner la langue chinoise, c'est qu'ils se sont développés à partir de ça. Donc c'est pourquoi nous aussi, il faut pour que notre pays soit bien développé, il faut vraiment vulgariser nos langues nationales. L'Adlam est un alphabet qui comprend 28 lettres et qui permet d'écrire le poulard. Créé pour faciliter la communication entre les communautés peules vivant dans le monde, aujourd'hui, l'un des fondateurs se réjouit de l'évolution que cette écriture est en train de connaître en se diversifiant. En plus du poulard, ça peut aussi, l'alphabet Adlam permet d'écrire les autres langues de la Guinée et de l'Afrique. On étudie le français, mais cela n'a pas fait qu'on s'est développé autant que la France. Ça veut dire que si on veut se développer comme s'est développé la Corée par exemple, qui était au même niveau que le Burkina en 1960, nous devons faire le choix qu'eux ils ont fait, c'est-à-dire enseigner les enfants dans la langue qu'ils comprennent. Intégré dans le système Android, l'Adlam a aujourd'hui plus de 22 antennes à travers le pays et une bibliothèque disponible à Conakry pour faciliter les recherches. Les informés s'intéressent à l'alphabet Adlam, un système d'écriture de la langue poulard créé en 1989 à Zérikori par les deux frères Abdoulaye Bari et Ibrahim Bari qui sont actuellement aux États-Unis. Aujourd'hui, l'alphabet Adlam a été intégré dans toutes les plateformes technologiques. Vous partez à Google, Microsoft, Chrome et tant d'autres, vous pouvez trouver l'alphabet. Où nous en sommes avec la vulgarisation de cet alphabet en Guinée? Adlam fait-il son chemin? Des formations sont-elles organisées en faveur de ceux ou celles qui désirent apprendre l'écriture? Quelle est la particularité de ce par rapport aux autres écrits? On en parle avec Aïcha Sow, elle est présidente de la jeunesse Adlam. Bonsoir et bonne arrivée Aïcha. Merci M. Nomadou, bonsoir à tous. Alors c'est vrai que ce système d'écriture en langue poulard a été créé en 1989 à Zérikori par les frères Abdoulaye et Ibrahim Bari qui sont actuellement aux États-Unis. On a vu quand même ce système d'écriture sur les plateformes, notamment Google, Chrome, Microsoft. Aujourd'hui, vous pouvez même à travers vos téléphones Android écrire à travers le clavier Adlam, le système d'écriture poulard. Alors, aujourd'hui en Guinée, est-ce que ce système d'écriture est vulgarisé à l'intérieur du pays ou même à Conakry ici? Oui, je dirais que Adlam est vulgarisé et ça progresse très bien. Par exemple, à Conakry, nous avons un centre d'apprentissage à Conakry ici. Et à l'intérieur du pays, je dirais qu'on a des centres de formation dans la plupart des villes de la Guinée. Ouais. Et dans les zones reculées, nous envoyons des professeurs, des enseignants pour enseigner à des personnes, donner la chance à toutes ces personnes qui sont dans les zones très très reculées d'être alphabétisées. Vous savez que la population guinéenne, la moitié de la population guinéenne n'est pas alphabétisée. Donc pour certains, c'est une seconde chance pour eux d'être alphabétisés, de savoir lire et écrire et surtout de pouvoir s'informer sur des sites aujourd'hui qui existent, par exemple comme vous le faites. Après votre émission, nous écrivons des articles en poulard que nous mettons sur un site appelé tabalde.com. Donc c'est une seconde chance pour ces personnes-là. Bien. C'est vrai que ça commence à être vulgarisé, mais pour quelqu'un qui a Conakry, un citoyen qui a été à l'école française, il ne maîtrise pas cet alphabet, ce système d'écriture. Quelle est son opportunité? Quelle est l'opportunité d'apprendre ça, d'autant plus que vous n'utilisez pas? Moi, je vais prendre un exemple sur moi-même. J'ai un master en marketing publicité. J'avais jamais écrit de livre. Je suis bien en littérature, mais j'avais jamais pu écrire de livre. Mais en moins de 2 ans après avoir appris Adlam, j'ai écrit un livre. Donc, c'est pour vous, par exemple, qui avez étudié en français ou en anglais. J'ai écrit un guide d'apprentissage pour vous. C'est en français poulard et en anglais poulard.
Donc c'est une opportunité. Nous pouvons faire beaucoup de choses quand on apprend notre langue à travers nos systèmes d'écriture que de faire des années à l'école française. Bien. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup servi sur ce plan. Oui, ça, je suis persuadé que Adlam Pulaar, ça permet de lire et écrire. Ouais, mais comme l'alphabet français, ce sont 26 lettres, l'alphabet de l'Adlam, je ne sais pas, je suis en train de... Allez-y, c'est ça. Ce sont combien de lettres? Est-ce que vous pouvez nous les lister ici? Bien sûr, avec plaisir. Donc, c'est 28 lettres, 23 consonnes et 5 voyelles. C'est A, Da, La, Ma, Ba, Sa, Pa, Ba, Ra, F, A, I, Oda, Yawa, Nakaya, Uja, Chahaga, Ganya, Tanga. Donc là, ce sont les 28 lettres de l'alphabet Adlam. Sincèrement, je peux, mais je ne comprends pas. Ouais, mais il y a des mots Pulaar dedans quand même. Comme Yawa. Oda, Yawa. Ça, moi j'ai capté ça. Alors, c'est vrai que l'alphabet fait son chemin. Aujourd'hui, l'alphabet est sur toutes les plateformes technologiques. Tout à fait. Google, Chrome, Microsoft, sur les téléphones Android, sur Apple, partout. Les frères ont réussi quand même un grand coup du côté des États-Unis. Tout à fait, un gros coup. Surtout tout dernièrement, Adlam a été beaucoup en vue sur le plan international. Microsoft s'était rendu en Guinée, je pense que c'était l'année dernière, mars 2022, si je ne me trompe pas. Ils sont venus à Conakry, nous avons fait le tour du Fouta avec eux. Ils ont visité des centres d'apprentissage, ils ont vu un peu la culture Fulbe, nous sommes passés à Pita voir les tisserands et tout. Et donc ce documentaire a été primé au Festival international de Cannes Lyon. Ça, c'était en France au mois de juin. Donc, tout récemment aussi, ils ont été, ce même documentaire avec Microsoft et Macan a été primé au London International Awards à Las Vegas. Et après cela, il y a plusieurs médias internationaux qui se sont intéressés de plus à cet alphabet-là. Donc, ce sont des ouvertures, ce sont des opportunités qui se présentent pour les apprenants déjà. On espère, on attend aussi des chercheurs qui viendront en Guinée, non pas seulement en Guinée, peut-être en Gambie et au Mali. Donc ce sont des opportunités pour nous d'abord enseignants et également pour la Guinée, pourquoi pas. Bien, justement, en parlant de tout ce parcours, quel est l'engouement qu'il y a aujourd'hui envers l'alphabet parce que c'est bon, mais quel est aujourd'hui le niveau d'engouement qu'il y a autour, que ce soit en Guinée ou que ce soit ailleurs? Est-ce qu'il y a une certaine adhésion à l'idée? Oui, il y a une adhésion, surtout du côté des personnes qui n'ont pas eu la chance, comme je le disais dessus, d'être alphabétisées à l'école française. Donc pour eux, c'est une seconde chance, bien sûr. Nous rencontrons quelques difficultés sur des personnes qui ont été à l'école, des diplômés qui se disent je comprends le français, je comprends l'anglais, pourquoi apprendre ma langue? Donc ces difficultés, c'est sur ces personnes-là, mais pour les personnes qui n'ont pas été à l'école, il y a de l'engouement. Comme je l'ai dit, c'est une seconde chance pour eux. Ils se disent qu'ils n'ont pas eu la chance de faire l'école française. Là, ils ont la possibilité d'apprendre tout ce que nous avons appris à l'école. Puisqu'on a des livres aujourd'hui en mathématiques, en sciences, sur la politique, voilà. On a des livres sur la religion et la politique. Allez, également. Gardez vos questions, Tunkara. On va marquer une pause, le temps pour nos obligations commerciales. Nous revenons avec Aïcha Sow, elle est la présidente de la jeunesse Adlam en République de Guinée. Alors, comment on appelle jeunesse Adlam en Pulaar? C'est Soukabe Adlam Windere. C'est ce nom qu'on a utilisé même pour l'organisation. Windere. Soukabe Adlam Windere. Pourtant, Windere en Pulaar, ça veut dire écriture. Non, Windere. Windugol. Windugol. Quand Windere aussi, c'est monde. D'accord. Il va falloir apprendre l'alphabet pour comprendre tout ça, c'est compliqué. Alors, vous nous parlez tout à l'heure de cette vulgarisation, de l'intégration de l'alphabet Adlam dans les plateformes Google, Microsoft et autres, même sur les téléphones Android. Comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Bon, sur les iPhones, les derniers iPhones actuellement, il suffit juste d'acheter ton iPhone, tu vas sur Réglages, tu as Adlam Pulaar, donc tu n'as pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Voilà, c'est comme si tu voulais ajouter par exemple un clavier anglais ou français. Donc voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui avec un iPhone, vous pouvez aller avec le réglage, avoir Adlam Pulaar, oui. Adlam Pulaar. Oui. Tout comme le français, l'anglais. L'anglais et l'arabe, oui. Par exemple, sur mon iPhone, moi, c'est ce que j'ai choisi. Donc ici même, la date, je l'ai en Pulaar. Ouais. Voilà. C'est juste dans les réglages. Wow, c'est une avancée. Oui.
Et sur Microsoft ou bien sur Google, comment ça se passe? Sur, par exemple, Microsoft, sur Word, nous avons plusieurs polices aussi. On peut, utiliser les polices quand on veut. En fait, tout ce qu'on faisait en français, tu peux écrire ton test, faire ta présentation et puis utiliser plusieurs polices de caractère que Microsoft a eu Est-ce qu'on peut faire des recherches sur Google à travers l'alphabet également? Bien sûr, bien sûr. Par exemple, quand tu vas sur Google, tu écris le nom du site Tabaldé en Adlam, tu as des propositions qui sortent. Si tu mets Mali en Adlam aussi, par exemple, sur Wikipédia, ça sort. Bien, oui, Tunkara. Oui. Je sais que Adlam, c'est en pleine expansion aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous faire une cartographie de l'expansion de l'Adlam? Est-ce que vous êtes... cet alphabet est en train d'être étudié dans des grandes universités à travers le monde et même sur le plan local, la cartographie de l'apprentissage de l'Adlam. D'accord. En Guinée, ici, Adlam n'est pas étudié dans les universités. J'ai une classe, par contre, à l'UNC. Là, ce sont des étudiants volontaires. Ils sont inscrits sur une liste. Donc là-bas, c'est une classe, mais Adlam n'est pas intégré dans le programme de l'université. Par contre, nous avons un programme de langue africaine, je pense à Harvard, où le Pulaar est étudié avec Adlam, et je pense le Malinké et puis le Swahili. À Portland, là où l'un des inventeurs réside, il enseigne également cet alphabet à Portland University, je pense bien collège, un truc comme ça. Donc ici en Guinée, nous enseignons dans les centres d'apprentissage. C'est pas intégré pour le moment dans l'enseignement. Bien. Et voilà, donc nous, on essaie de rencontrer les autorités afin qu'on puisse intégrer ce système-là dans l'enseignement. Je voudrais renchérir dans le cas de l'enseignement. C'était la même question. Okay. Allez-y, peut-être, je ne sais pas si c'est la même question. Est-ce que vous avez rencontré, par exemple, que ce soit le ministère de l'alphabétisation, de l'enseignement préuniversitaire ou de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique? Est-ce que vous les avez rencontrés pour exposer, par exemple, le projet et les avantages qu'il y avait? Quel est le retour que vous avez eu? Tout à fait. Nous avons eu l'occasion de rencontrer le ministre de l'enseignement préuniversitaire. Nous travaillons aussi avec la direction de l'alphabétisation. Au niveau du ministère, on a eu un bon retour parce qu'aujourd'hui, quand le ministre il fait des communications sur l'importance des langues maternelles et tout, il parle d'une éventuelle prise en compte de nos systèmes d'écriture comme Adlam. Donc je me dis qu'à chaque fois qu'il fait ses discours, s'il mentionne Adlam et les autres systèmes d'écriture, c'est une avancée déjà. Il nous a mis en relation, c'est lui qui nous a mis en relation avec la direction de l'alphabétisation. Ils ont même un projet d'alphabétiser 2 millions de Guinéens d'ici 2030 et nous travaillons en collaboration et Adlam fera sa part. Bien. Alors justement par rapport à ces centres d'apprentissage, ces centres se trouvent à Conakry ou bien à l'intérieur du pays. Comment ça se passe? Vous êtes obligé de payer l'argent? C'est gratuit ou bien c'est payant pour avoir cette formation? Actuellement, pour les enseignants, nous on ne paye pas d'enseignants, on part juste les former. Maintenant, tout dépend des... par exemple, nous, à la librairie qui est située au niveau de la T5, c'est pas payant, c'est gratuit. Quand tu pars, tu achètes un manuel et on te donne les enseignements. Maintenant, pour les autres centres d'apprentissage, nous n'avons pas la main mise sur eux. Donc, quand nous, on les forme sur l'alphabet, après, c'est à eux de faire payer ou bien de ne pas faire payer. Mais pour la plupart des enseignants, c'est du bénévolat. Ils ne font pas payer. Alors, pour ceux qui se rendent à l'intérieur du pays, notamment au Fouta, à partir de Mamoun, Dalaba, Pita, Labé, dans chaque village, vous voyez des plaques. Tout à fait. Avec l'écriture Adlam. Oui. Que ce soit Massi, Bouroual Tapé, Dalaba, Fonfoya, tout au long de nos routes. C'est vous qui le faites ou bien ce sont des citoyens qui sont dans ces différents villages, dans ces différentes localités qui mettent ces plaques? Souvent, ce sont les associations de ressortissants. Par exemple, au niveau de la mairie de Pita, c'est le maire qui a mis la plaque juste devant la mairie. Donc, c'est pas nous. On tombe sur ces pancartes, ces plaques-là. Ce sont des habitants, les ressortissants qui le font. Moi-même, j'en ai mis une plaque chez moi pour ne pas me perdre afin de retrouver le chemin. Ça, c'est du côté de Popodara. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. D'accord. Ça, tu comprends ce que ça veut dire. Non, là, tu comprends entièrement. Allez-y. Tu comprends ça. Ma question, peut-être, elle va nous ramener un peu derrière. Mais comment les gens ont eu l'idée de créer cet alphabet? D'où est venue l'idée? Comment ça a progressé?
D'accord. Selon les dires de Abdoulaye Bari et Ibrahim, voilà, les fondateurs, c'est une discussion entre Abdoulaye Bari et son père qui avait l'habitude de lire des lettres. Tu sais, avant, on écrivait les lettres en arabe. Voilà, donc la prononciation était très différente. Moi, je pouvais par exemple prendre une lettre, lire Ya, toi tu vas lire Ja, l'autre Cha. Donc en fait, les gens, ils devinaient ce qui était écrit. Donc Abdullah a demandé à son père si les Peuls avaient un alphabet. Son père lui a dit oui, que c'était l'alphabet arabe. Il lui a dit non, ça c'est pas notre alphabet. Donc moi je vais nous créer un alphabet et c'est parti de là. Donc en fait ils ont créé... Je rappelle qu'à l'époque ils avaient 7 ans et 11 ans. 9 et 11 ans, je pense. 9 et 11 ans, voilà. C'est en 1989 à Zérikori. Oui, tout à fait, tout à fait. Bien. Donc là, ils ont créé cet alphabet-là, en fait, pour prendre en compte tous les sons en pulaar. Moi, par exemple, si tu me demandes tout de suite d'écrire le ya, ou bien le ba, le nga, j'aurais du mal à écrire en français. Je vais juste combiner 2 ou 3 lettres. Ouais. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, oui, Alphonse Mara. Au-delà de la lettre, parce qu'une langue, c'est aussi les chiffres. Est-ce qu'il y a les chiffres Adlam? On a le chiffre romain, on a le chiffre grec, on a le chiffre arabe. Est-ce qu'il y a le chiffre Adlam? Tout à fait. J'ai même des manuels ici où vous avez les lettres et les chiffres. Donc, on apprend à lire et à compter. C'est même au niveau de lettres ici, en minuscule et en majuscule, tout est possible. Oui, tout à fait. Alors, c'est difficile, par exemple, pour quelqu'un qui n'est pas initié à ce système d'écriture alpha Adlam, c'est difficile parce que dès que vous m'avez montré, c'est comme si c'est difficile pour moi de comprendre. Alors, est-ce que c'est facile d'apprendre ça ou bien c'est un peu compliqué, vu que le pulaar même est très difficile? Pour moi, je dirais que c'est facile puisque j'ai pu l'apprendre en 2 semaines. Donc, aussi pas compliqué. Ah non, vous êtes doué. Sincèrement, nous on cherche l'argent. Hein. C'est pas facile d'apprendre ça. Ah, c'est compliqué quand même. Alors, quelle est sa particularité par rapport aux autres écrits? C'est vrai qu'il y a aussi l'écrit Nko, si j'ai bonne mémoire. Quelle est sa particularité? Je dirais que chaque écriture a sa particularité. Adlam, peut-être c'est le fait que Adlam aujourd'hui a 6 lettres de plus qui écrit. En fait, Adlam c'est pas seulement pour le pulaar. Les 28 lettres c'est pour écrire le pulaar, mais nous avons 6 lettres de plus pour écrire les autres langues comme le malinké, le wolof, je dirais le kissi, le baoulé, le bété. Donc je dirais que c'est ça sa particularité, écrire la plupart des langues africaines. Bien. Oui, mais quand même, Aïcha, la promotion d'une langue, c'est quand même des moyens. Qui vous soutient dans la promotion de l'Adlam? D'où viennent les fonds que vous utilisez pour la promotion de l'Adlam? Nous n'avons pas de fonds. Par exemple, le seul don que nous avons eu, ce sont ces livres-là qui a été offert par Microsoft. Sinon, tous les programmes que vous voyez, c'est du bénévolat. Comme je l'ai dit, moi je fais la promotion, j'enseigne sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas de salaire. Bien. Voilà. C'est vrai que l'alphabet est intégré sur Microsoft et autres plateformes technologiques. Est-ce que ces entreprises reversent de l'argent aux initiateurs ou bien à ceux qui aux initiateurs bien sûr, les Abdoulaye Bari Ibrahim? Non, ils ne leur reversent pas de l'argent, mais en contrepartie, ils ne nous demandent pas également de l'argent pour intégrer tout ce dont nous avons besoin. C'est comme s'ils ont fait ça uniquement pour vulgariser la langue. Ils n'ont rien à gagner sauf peut-être vulgariser une langue et faire apprendre aux gens. Tout à fait, et surtout peut-être l'importance aussi. Ils savent que le pulaar c'est une langue qui est qui est beaucoup parlée surtout dans la sous-région. Donc s'ils le font, c'est parce que derrière ils se disent qu'il y a des utilisateurs des claviers et autres. Donc ils le font. Tout en espérant que ces outils-là seront utilisés par ces personnes. Et comment vous faites pour vulgariser ce système d'écriture en Guinée? Au-delà de ces centres d'apprentissage qui sont à l'intérieur du pays ou bien ici à la T5, est-ce que vous organisez des événements, vous créez effectivement des événements, je cherche le mot mais je n'arrive pas à retrouver, une compétition peut-être entre les jeunes? Oui, tout à fait. Donc là, chaque année, en fait, on fait une compétition de ces enfants qui étudient dans les centres de formation. Chaque année, donc ce dimanche-là, nous avons même un concours de ce genre-là qui aura plus de 15 étudiants, 15 élèves
qui viendront compétir dans cette compétition-là. Bien. Oui, Tunkara. Oui, mais dans ce vaste chantier, quelles sont les difficultés que vous êtes en train de rencontrer dans l'enseignement de l'ADLAM? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est surtout le manque de financement. Il y a beaucoup de personnes qui voudraient bien travailler pour vulgariser l'ADLAM, mais laisser son travail là où tu gagnes un salaire et puis faire du bénévolat, c'est pas facile. Donc c'est surtout le financement qui nous manque. L'autre chose, appuyez le bouton. L'autre chose, est-ce que par exemple dans vos activités vous prévoyez des camps de vacances pour initier les enfants à ce langage-là? Parce que le meilleur moyen de transmettre une langue, c'est commencer par les enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, dans vos activités, il y a des camps de vacances prévus pour des enfants afin de les initier à cette langue? Parce qu'en Guinée, à l'époque, on étudiait nos langues à l'école. Le système par complexe a disparu parce qu'on pensait que c'était inutile d'apprendre nos langues. Je vois l'enfant du système qui parle. Justement, le complexe nous a poussé à penser que nos langues n'étaient pas importantes. On a arrêté. Aujourd'hui, à travers l'UNCO et l'ADLAM, on est en train de faire renaître ça. Est-ce que vous avez prévu des camps de vacances pour les enfants afin que tout petit, déjà, ils commencent à trouver de l'intérêt à apprendre cette langue qui est la nôtre? Pour le moment, non. Nous n'avons pas prévu de camp de vacances. Mais en fait, là, nous, on a surtout axé la formation sur ces enfants-là. Ce sont ces enfants qui sont amenés à être les adultes de demain, les décideurs. Donc, surtout dans le foot, à nous, ce qu'on fait, c'est de nous rapprocher des enseignants dans les centres coraniques. Vous savez que c'est quelque chose qui a une très grande place dans la communauté. Donc, on va vers ces enseignants-là, on les forme et puis après, ils intègrent ce programme-là. Donc, c'est surtout là-bas que nous puisons la force. Si vous partez par exemple à l'Abbé ou à Mamou, vous trouverez que la plupart des enfants tout petits, ils savent lire l'alphabet. Oui. Bien. Parce qu'aujourd'hui, quand même, nos communautés sont plus tournées vers l'arabe. Tout à fait. Et le français. Et ça, je le dis, moi je l'assume, c'est par véritable complexe. Par exemple, l'islam n'est pas que l'arabe. Tout à fait. Mais aujourd'hui, on vous force. Il y en a qui parlent même plus leur langue à leurs enfants. Surtout pour nos amis qui pensent avoir étudié, qui ne parlent plus la langue nationale aux enfants à la maison, on leur parle français. Oui. De sorte que plusieurs enfants grandissent sans orientation. Les parents qui n'ont pas de bon niveau en français leur parlent ce français décousu. Les enfants n'apprennent pas les langues de chez nous, donc ils n'ont aucune attache sociale. Et ça fait que on abandonne des gens perdus dans notre pays. Et c'est ça aujourd'hui notre difficulté. On devient des arrivistes. Ouais. En fait, et en bon malinquin, on les appelle les Franglan Fagba. Voilà. En fait, les Franglan Fagba, c'est des gens qui ne sont pas accrochés à leur culture, en fait, qui ne connaissent pas leur culture et qui n'ont aucune attache avec la culture qu'ils réclament. Et la culture occidentale aujourd'hui, on la réclame, on n'a pas d'attache avec elle, on ne connaît pas son histoire. Et notre culture, on a honte de l'assumer. Sinon, aujourd'hui, ce serait carrément un honneur de pouvoir faire une émission 100% en Pulaar. En Pulaar. Je prends juste l'exemple du Maroc, là où je connais bien. Là-bas, c'est un pays arabe. Mais ils parlent d'Arija. Tout à fait, voilà. Les Berbères, ils sont aujourd'hui en train de lutter pour que non seulement on étudie leur langue, mais par leur système d'écriture. Je pense que c'est le Tifinag. Donc quand vous voyez au Maroc, les plaques, c'est écrit en arabe. Et tout en bas, voilà, avant de mettre le français. Justement. Quand tu prends la Chine, par exemple, la Chine, évidemment. Le Japon aussi. Et moi, c'est ma lutte aujourd'hui. Dans mes capsules, parce que il y a plein d'éditorialistes en Guinée qui vous citent Victor Hugo. Je ne cite jamais d'écrivains étrangers. Je trouve toujours un adage de chez nous ou un proverbe de chez nous pour le coller. Parce que nos intellectuels, vous verrez dans les discours de nos présidents, vous ne trouverez aucun président de la sous-région, et ça c'est surtout le continent, même pas que la sous-région, qui citera un proverbe national dans son discours à la nation. Mais on te sortira un Victor Hugo, un Shakespeare, un Socrate. En fait, ça démontre combien de fois le complexe a atteint un certain niveau. Par contre, aujourd'hui, quand vous prenez la richesse culturelle chez nous, les poésies dans nos langues, les proverbes dans nos langues, les adages dans nos langues, collent à toutes les situations et à tous les contextes. De sorte que on ne l'a juste pas appris, mais
tout colle avec tout ce qu'on vit. Nos intellectuels, aujourd'hui, quand il y a une grande lutte à faire. Sur le concours pardon, tu as parlé de poésie et autres. Par exemple, nous, on organise un concours en langue poulard, mais également en poésie, en slam. Et ça se passe à travers le poulard. Donc, c'est pour ce dimanche 19 à la Maison des Jeunes de Kipé, à partir de 9h. C'est un concours en langue poulard, mais également pour les slameurs et poètes, mais en langue poulard. Alors, quel est le programme? Alors, ce concours-là, comment ça se passe? Là, nous avons fait déjà, nous avons choisi des finalistes. Il y a eu une compétition avant. Nous avons choisi, par exemple, 15 candidats qui vont compétir en langue poulard. Ce sera dans la matinée. L'après-midi, nous avons les finalistes aussi en en poésie, en slam. Ces 7 candidats, ils viennent de Mamon, de Labé, de Dalaba et de Conakry. Donc, ils seront là à Conakry, ils vont compétir. Tout ça, c'est pour montrer l'importance du poulard, de nos langues maternelles et de nos systèmes d'écriture. Bien. Et à la fin, est-ce qu'ils gagnent quelque chose? Oui, oui. Ils auront non seulement le trophée, par exemple, pour celui du poème et du slam, c'est le prix Tchernoali Boubandian. C'est un grand poète de l'abbé. Ils auront ce trophée-là et également, voilà, des enveloppes pour les encourager. Bien. Et l'année dernière, il y avait même des artistes qui avaient pris part, notamment Ibrahim Souriba Striker, qui avait pris part. Pourquoi lui? Ou bien c'est parce qu'il rappe en poulard? Oui, c'est surtout pour le féliciter parce qu'il rappe beaucoup en poulard. C'est comme Hezbo Rap aussi qui sera avec nous ce jour, qui chante très bien en poulard. QNF aussi qui chante en poulard. Donc c'est pour montrer à ces artistes-là qu'on aime ce qu'ils font et qu'on les soutient. Toutes les stratégies justes sont bonnes pour l'expansion de cette langue. Est-ce que vous avez une stratégie pour attirer beaucoup plus de personnes à s'intéresser à cet alphabet, à les motiver à l'apprendre? Est-ce qu'il y a une stratégie pour ça? Oui, aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux. Moi, j'enseigne sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas la seule d'ailleurs. On mise plus sur les réseaux sociaux et pourquoi pas des campagnes de sensibilisation. Ce qui me fait rire, c'est quand je fais des tweets sur le réseau social Twitter et que je vois des amis qui viennent commenter avec l'écriture Adlam et malheureusement je comprends rien. Tu vas apprendre. Ils risquent même de m'insulter là-bas. C'est important d'apprendre. Pour encourager l'apprentissage de l'Adlam, vous estimez sur combien de mois on peut vraiment mieux apprendre la langue? Mieux apprendre l'Adlam? Disons 3 mois. 3 mois pour un programme normal. Vous pouvez apprendre. Un programme normal, c'est la fréquence, c'est combien de fois par jour, combien d'heures par jour ou combien de fois dans la semaine? Moi, par exemple, j'ai un programme parce que j'ai certaines personnes que je prends sur Zoom. C'est 2 fois dans la semaine, 1h30 de cours. Donc, en 3 mois, ils ont ce programme-là. Pour des personnes, bien sûr, qui sont à l'étranger. C'est sur ce programme-là que je pars. En Afrique, ici, c'est enseigné dans combien de pays? Dans quel pays? Je dirais une vingtaine de pays. Oui, tout récemment, nous sommes partis au Mali, en Gambie, au Sénégal et en Guinée. Dans tous ces pays, c'est étudié. Et jusqu'au Soudan. Donc, quand vous faites un peu de recherche, surtout sur les réseaux sociaux, bien sûr, Google, vous verrez que c'est étudié au Soudan, au Tchad, au Cameroun, au Niger, au Nigeria, etc., etc. Bien. Peut-être une dernière question. Oui, Félix qui me faisait signe. Oui, mais c'était ça en fait. Ils sont représentés un peu partout en Afrique, heureusement d'ailleurs, et c'est une bonne chose. Mais au-delà, par exemple, parce qu'en Guinée, vous êtes beaucoup plus représentés en Moyenne-Guinée. Au-delà, par exemple, de la Moyenne-Guinée, est-ce que vous avez une politique d'expansion, par exemple, que ce soit en forêt, en Haute-Guinée? C'est vrai qu'aussi à Conakry, vous avez... c'est pas seulement... La langue est née en forêt. Tout à fait. Donc, par exemple, à Zéro-Coré, on a un grand centre de formation là-bas. À Guéguédou, à Kankan, à Sigiri. C'est pas seulement dans le Fouta. Voilà, moi j'ai pris juste un exemple sur le Fouta, mais nous sommes pratiquement dans toutes ces villes-là. Surtout à Zéro-Coré où, voilà, l'écriture... C'est la source de l'écriture. Est-ce que le retour que vous avez, il est bon? Oui, il est bon, ça va. Bien. Restez avec nous à Chasso, vous êtes la présidente de la jeunesse Adlam. Dans un instant, nous allons poursuivre cette émission. Oui, Alphonse, j'ai un conseil. Vous n'allez pas répéter ce que vous avez dit tout à l'heure. Non, c'est pas ce que j'ai dit. En fait, j'ai envie d'interpeller par la présence de dames. Votre nom, c'est Aïcha. J'ai envie d'interpeller par la présence de la dame Aïcha. Aujourd'hui, nos intellectuels. Aujourd'hui, il y a un complexe qui nous anime. C'est que quand on parle nos langues, on a au fond de nous honte parce que pour nous, on ne rejoint pas le top du monde. On n'est pas à la mode parce qu'on parle notre langue. Et quand quelqu'un parle nos langues persistamment,
en public, pendant qu'on a envie de parler français, on lui regarde de travers. Mais il n'a pas le niveau. Lui, c'est un villageois, il n'a pas le niveau. Et souvent, tellement que notre complexe est profond, parce que souvent je le dis, en relation publique, l'autre vous construit en fonction de ce qu'il a envie que vous soyez. Ils sont tellement parvenus à nous construire qu'aujourd'hui, quand vous parlez le français avec un accent, on se moque de vous. Quand vous êtes malinké, vous parlez votre français que vous avez bien appris, mais avec cet accent malinké, on se moque de vous. Quand vous parlez français avec un accent poulard ou un accent de forestier, on se moque de vous. Il faudrait aujourd'hui que nous, jeunes, sortions de ce système-là. En fait, aujourd'hui, pour vaincre le monde, il faut aller combattre le monde. Et la meilleure manière de combattre le monde, c'est culturellement. La Chine nous a dominés par sa culture. Les films chinois qu'on a regardés, toute notre génération a grandi avec Jackie Chan, Bruce Lee et compagnie. Les États-Unis, quand ils ont perdu la guerre du Vietnam, c'est Rambo, Commando qu'ils ont pris pour soigner leur image. Et ça, c'est culturel. Ils ont vendu la culture des États-Unis au monde à travers le cinéma. Ils ont vendu à travers leurs intellectuels. Qui n'a pas envie aujourd'hui de faire un discours? Il y a des hommes plus charismatiques. Sékou Touré est plus charismatique qu'Obama. Sékou Touré est plus charismatique qu'Obama. Nelson Mandela était plus riche de son expérience que Obama. Mais aujourd'hui, Obama est surclassé avant ces hommes-là. Et ça, c'est parce que nous ici, on a envie de les ressembler. En fait, on ne se connaît pas. Aujourd'hui, il est urgent pour nous jeunes d'apprendre à connaître notre réalité, de maîtriser notre culture. En fait, de nous connaître. Il y a un adage Jean Malinké qui dit c'est-à-dire, il vaut mieux se connaître que de connaître l'ensemble du monde entier. Parce que si vous connaissez le monde entier, que vous ne vous connaissez pas, vous ne connaissez rien. Et aujourd'hui, c'est ça le défi de notre jeunesse. On ne se connaît pas, en fait. C'est à peine si un jeune peut vous dire pourquoi il porte le nom Diallo. C'est quoi l'essence du nom Diallo? C'est quoi son nom Mara? C'est ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? C'est qui son grand-parent? C'est qui le premier à porter ce nom? C'est quoi l'origine de la famille? Où sa famille est installée? Ça ne nous intéresse pas, on n'a pas de temps. On passe 2 heures sur Facebook, en minimum. Ça, c'est le minimum qu'on dépense sur Facebook. Parce qu'il y en a qui vont jusqu'à 6 heures. Mais je vous rassure que si vous demandez à un jeune de passer 2 heures avec un de ses oncles à la maison, pour que celui-là lui explique qui était son grand-père, il va penser que c'est ennuyant et que l'oncle est dérangeant. Aujourd'hui, il faut qu'on sorte de ce complexe. C'est un complexe. Et le système nous a construit comme tel. L'éducation occidentale nous a construit ainsi. L'Africain ne doit pas apprendre. Notre histoire qui nous est enseignée à l'école, c'est l'histoire du roi Napoléon. Personne ne nous enseigne l'histoire véritable de Alpha Yaya. Le jour où vous traînez avec des Farba au Fouta, parce que moi, ma chance en Guinée, c'est que j'ai été dans toutes les régions. Pour avoir vécu au Fouta, des Farba t'apprennent l'histoire du Fouta, tu as honte. Pour corroborer à ça, je connais un grand mania qui était à l'abbé. Il a son bureau, mais il était tout le temps accompagné d'un Farba en train de taper la guitare et raconter des histoires. Le vieux s'appelle Elas Gadiri Punchun. C'était un grand mania à l'abbé. Et aujourd'hui encore, il est nécessaire de faire revivre ça. Les Farba, il faut qu'on les écoute. Nos Djeli, il faut qu'on les écoute. En fait, c'est eux qui portent encore ce qui reste de notre histoire. Parce que nous, jeunes, honnêtement, on s'en fout de notre histoire. Et c'est là le danger. Dans 10 ans, au rythme où nous sommes en train d'aller, l'Afrique n'aura plus d'histoire. Ce que le blanc n'aura pas écrit pour nous, on ne pourra pas le rencontrer. Avant-hier, j'étais en train de m'offusquer dans le bureau d'Amaro. Pour la situation, par exemple, du 4 novembre en Guinée, l'attaque de la maison centrale, c'est des journalistes guinéens vivant en Guinée, qui résident à Conakry où l'action s'est passée, qui citaient Jeune Afrique comme source pour parler de la situation de la maison centrale. Vous voyez combien de fois on se respecte pas? Et ça c'est que dans le monde qui a écrit sur Jeune Afrique, il est guinéen. En fait, c'est là le problème. Ouais, mais attention là, de ce côté-là, c'est que je t'interpelle tout de suite. Tu prends ton téléphone, tu appelles Maurice Sanda, je tombe sur lui, le ministre des Affaires étrangères. Tu vas l'appeler 1001 fois, il ne va jamais décrocher. Mais dès qu'il va avoir un numéro extérieur, il est pressé de décrocher. Oui, mais en fait, tout ça fait partie du... Quand je parle du complexe, tout ça fait partie du complexe. On est tous structurés dans ce complexe-là. Et aujourd'hui, il faut qu'on prenne conscience. Il faut voir Alphonse Charles Oued parler devant France 24 ou TV5, il parle calmement. Mais quand il est avec les Guinéens, je n'ai pas envie de dire qu'il est en train de crier, mais sincèrement, il ose la voix. Donc, en fait, tout ceci là, ça démontre combien de fois le complexe a atteint un certain niveau dans notre société. Et c'est dangereux.
Moi, aujourd'hui, je suis en train de me battre pour que, en fait, quand nos intellectuels s'expriment à la tribune des Nations Unies, quand vous citez Victor Hugo devant un Français, il vous regarde, il vous rit au nez. Il ne vous respecte pas. Vous n'avez rien à vendre. On a reçu ce comédien ici, là, qui fait des adages en poulard. Ça, oui, ça, Andi Anda. Andi Tinem. En fait, je ne me rappelle plus de son nom. Justement. Ce monsieur-là, par exemple, est une grande richesse. Et il y en a plein comme ça ici qui peuvent nous apprendre. Il faut qu'on parle notre langue. Il faut qu'on parle comme nous. Si vous parlez comme les autres, c'est un peu le comique. C'est un humoriste peul. Du Niger ou bien du Nigeria. Qui vous fait les adages et qui vous les traduit. Moi, c'est lui qui m'a inspiré, par exemple. Pour mes plumes, je ne fais jamais de citation étrangère. Je cite ici et je traduis comme ça doit s'appliquer à la circonstance dans laquelle je suis en train de l'employer. Et aujourd'hui, là, je suis en train d'inviter au moins les intellectuels, parce que ça commence en haut. Le président Doumbouya, son discours est plein de discours chaque GPT. On vous sort des articles qui sont lus d'ailleurs. Même son discours du côté des Nations Unies, c'est un discours qui a été déjà lu par un ancien homme politique français. Pourtant, Maurice Sanda, qui est son ministre des Affaires étrangères, vient d'une grande famille de griots. Et je connais les griots du Manding qui peuvent vous faire un discours aux Nations Unies 100% Manding et authentique. Attention, aujourd'hui, il y a certains qui n'aiment pas le Sanakuya. Quand vous qualifiez Maurice Sanda d'une famille de griots, il risque de se fâcher. Non, il ne se fâchera pas pour ça. Justement, le nom du monsieur, c'est Serdo Abacha. Donc, c'était l'invite que j'ai lancé aux intellectuels à travers votre présence ici. Et merci pour ce que vous faites avec cette langue-là. Alphonse, il est tellement à l'aise quand il s'agit de parler de souveraineté ou bien des questions je vous jure, je suis le plus au-delà d'être sécoutouriste. Vous savez pourquoi je suis sécoutouriste? Pas parce que Sékou Touré était le meilleur des Guinéens, parce que Sékou Touré était en fait était jaloux de la fierté que les autres avaient de leur pays. Donc il se débrouillait même quand il n'avait. C'était un pauvre vendeur en fait. Allez, on va avancer. Il vendait son pays même quand son pays n'avait rien. Et c'est ça, c'est la raison pour laquelle je suis sécoutouriste. Alphonse Mara, un sécoutouriste, un enfant du système qui réagit en direct dans cette émission Les Informés. Dans un instant, nous allons poursuivre cette émission. On va devoir se quitter, mais avant de se quitter, Aïcha So, donc le programme de ce dimanche, donc un concours le matin et puis d'autres événements dans l'après-midi. Tout à fait. Nous avons aussi des panels. Ça se passe où? Ça se passe à la Maison des Jeunes de Kipé. C'est juste au centre émetteur à Kipé. Donc nous aurons des panels, nous aurons Tierno Mounenembo qui sera avec nous et nous avons même 7 délégations qui viendront du Mali, de la France, le Sénégal et la Mauritanie. Donc c'est pas seulement la Guinée qui sera ce jour à la Maison des Jeunes de Kipé.